Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler du sucre syntaxique. Alors le sucre syntaxique, pour le coup c'est du bon sucre, c'est en fait un terme qui permet de désigner des éléments de syntaxe qui vont nous permettre d'écrire des choses plus rapidement et plus simplement. Donc c'est quelque chose que l'on avait vu par exemple avec l'incrémentation. On avait créé une variable i qui était égale à 0, et si jamais on souhaitait incrémenter cette variable-là, plutôt que d'écrire i égale i plus 1, on a la possibilité de faire i++. Voilà, ça c'est du sucre syntaxique, ça ne nous apporte pas une nouvelle fonctionnalité dans le langage, ça nous permet d'écrire une chose plus rapidement. Alors d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a deux manières d'écrire les choses. Donc d'abord, on a le i++. Ce que ça fait, c'est que ça incrémente la valeur de i, et ça nous renvoie une valeur qui est la valeur qui n'est pas incrémentée. C'est-à-dire que i++, ça nous renvoie 0, ça nous renvoie la valeur avant l'incrémentation. Il y a une autre manière différente d'écrire les choses qui est le ++i. Ça fait la même chose au niveau de la valeur, c'est-à-dire que ça l'incrémente. Par contre, la valeur de retour sera la valeur après l'incrémentation. Donc dans certains cas, mais c'est assez rare, franchement, je ne vais pas vous mentir, on a parfois besoin d'incrémenter et de récupérer la valeur. Ça peut être intéressant de le faire de cette manière-là pour avoir la valeur après l'incrémentation. Aussi, vous avez la possibilité, lors de l'assignement, de directement faire des incrémentations. Par exemple, je peux lui dire, je veux faire un i plus égal 3. Dans ce cas-là, ça me donnera à la fin un i qui sera égal à 6. Je peux utiliser cette opération avec des multiplications. Donc je peux lui dire de multiplier par 3, et je peux aussi faire ça avec des divisions. Et là, ça divisera par 3 et ça nous renverra 1. Donc ça permet d'écrire encore une fois les choses légèrement plus rapidement, plutôt que de faire ça. Donc ça, c'est pour les nombres. Ensuite, on va parler des fonctions fléchées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est valable que pour les fonctions fléchées. On l'a vu, il est possible d'avoir une fonction qui renvoie directement le résultat en ne mettant qu'une instruction. Si j'utilise ensuite cette fonction-là, on va l'appeler double. Voilà, je peux faire double d'une valeur et ça va me donner la valeur multipliée par 2. Ça équivaut à avoir mis un return. Petite particularité, les méthodes fléchées, si le paramètre il est unique, s'il n'y a qu'un seul paramètre, pas 2, dans ce cas-là, on peut enlever les parenthèses. Voilà. Et ça permet d'écrire le code de cette manière-là. C'est juste un petit raccourci, ça va un petit peu plus vite. Donc pour des choses qui ne fonctionnent que sur une seule ligne, ça permet d'éviter de devoir se galérer à taper des caractères spéciaux sur les claviers. J'insiste, ça ne marche que sur les fonctions fléchées. Si vous écrivez function, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui fonctionne comme ça. Votre éditeur va complètement vriller, il va vous dire non, là il vous manque des parenthèses. Donc après, on a les conditions. Sur les conditions, il y a pas mal de choses que l'on peut écrire de manière raccourcie. Donc imaginons, on a une valeur A qui vaut 3. Et on aimerait bien qu'on ait une valeur B et lui dire, en fait, si A est défini, je veux que ça prenne la valeur de A, mais si A n'a pas de bonne valeur, je veux que ça prenne une autre valeur. On peut utiliser les opérateurs logiques pour ça. Si j'écris A ou 5, et que je fais un console.log de B, B ici vaudra 3. Parce que vu que A est une valeur qui est considérée comme true, souvenez-vous de trueFi et falsy, dans ce cas-là, c'est cette valeur-là qui va être utilisée. Quand on fait quelque chose ou quelque chose d'autre, si la première condition est vérifiée, il ne va pas aller sur la suite. De la même manière, si jamais A valait 0, c'est une valeur qui est considérée comme fausse, automatiquement B prendrait cette valeur-là par défaut. C'est aussi une propriété que l'on peut exploiter avec des fonctions. C'est-à-dire que si ici vous mettez une fonction, on va l'appeler fn1, et que ici vous mettez une autre fonction, fn2, si jamais cette fonction-là renvoie true, cette fonction-là ne sera pas exécutée. Si vous utilisez un et, si cette fonction renvoie true, celle-ci sera exécutée. Si cette fonction renvoie false, celle-ci ne sera pas exécutée. Et vous allez obtenir le résultat de cette première fonction seulement dans B. Bon, ça correspond à des besoins très spécifiques, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur cette syntaxe-là. Par contre, il y a quelque chose qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser un double point d'interrogation à la place du OU. La différence, c'est que la valeur de A devra être nulle ou undefined pour que la valeur ici soit utilisée. Si je sauvegarde là, ça va me donner 0, parce que 0 ce n'est pas nul ou undefined. Par contre, si on avait une variable A qui était définie mais qui n'avait pas de valeur, automatiquement, il utiliserait plutôt la valeur par défaut que l'on a mis là. Donc si on fait un OU, il faut que la valeur de gauche soit vraie, et dans ce cas-là, ça sera la valeur de gauche qui sera utilisée. Si on met un double point d'interrogation, la valeur de gauche est utilisée tout le temps, sauf si elle est nulle ou undefined. Si je fais un let A égale nul, on verra que dans la console, on aura toujours 5.
On a aussi la possibilité de le faire de manière directe lors d'une assignation. Je peux faire un A, point d'interrogation, égale 3. Ça voudra dire je vais sauvegarder 3 dans la valeur de A si A est préalablement undefined ou nul. Et effectivement, si je fais un console.log de A, je vais obtenir 3 ici. Si A avait déjà une valeur avant cette opération-là, dans ce cas-là, il me donnerait la valeur initiale. On peut faire ça avec le double point d'interrogation, mais on peut aussi faire ça avec le OU. Dans ce cas-là, il assignera la valeur 3 seulement si A a une valeur qui est considérée comme falsy. Si je mets 0, il mettra 3. Si je mets moins 2, il mettra moins 2 parce que c'est une valeur qui est considérée comme true. Ne vous inquiétez pas si ça vous perd, vous pouvez toujours écrire les choses d'une autre manière. Mais je veux vraiment faire en sorte que si jamais vous tombiez sur ce genre de syntaxe avec du code écrit, vous sachiez le reconnaître. C'est important de comprendre ce qui se passe. Alors tant qu'on est en train de parler des choses qui ont attrait au nul ou undefined, on a aussi quelque chose de très utile lorsque vous allez essayer d'accéder à des propriétés sur un objet et lorsque ces propriétés n'existent pas forcément. Prenons un exemple concret avec notre système de personne qui a un métier. Donc si je veux accéder au métier de la personne, je peux faire un console.log, je peux faire ensuite un person.job.name et ça va me donner ici le nom de son métier. Le problème, c'est que parfois, ce métier pourrait ne pas être défini. Typiquement, on pourrait se retrouver avec un objet qui ressemblerait à ça. Si on essaie de charger la page, on obtient une petite erreur parce que person.job est maintenant undefined et du coup name n'existe pas. Donc on serait obligé de mettre une petite condition en lui disant if person.job, dans ce cas-là, je peux faire un person.job.name. Mais on a un petit raccourci avec le point d'interrogation. Si vous mettez un point d'interrogation devant quelque chose, par exemple ici, ça appellera la propriété name seulement si job est défini. Si job était nul ou undefined, dans ce cas-là, il renverrait la valeur undefined. Si j'essaie ici de dire par exemple job est nul, hop, on voit que ça nous donne toujours undefined. Donc parfois, quand vous avez besoin d'accéder à une propriété en profondeur dans un objet et que vous n'êtes pas certain que cette propriété existe, ça peut être très intéressant. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi les enchaîner. Par exemple, on peut s'imaginer dire j'aimerais bien récupérer sur la personne, mais personne ne pourrait ne pas exister l'âge pourrait ne pas être défini, et je fais toString dessus. Cette méthode toString ne sera appelée que si âge a une valeur. Donc si je sauvegarde, on voit que ça marche bien. Si je venais à créer une propriété personne qui est nulle, ça renverrait toujours undefined. Et si on avait une personne qui avait effectivement un âge qui est suffisant, dans ce cas-là, le toString fonctionnerait. Donc ça peut être plutôt pratique dans certaines situations où on ne contrôle pas forcément l'apparence de l'objet initial. Et on veut éviter de mettre plein de conditions. Alors maintenant, on va parler de la déstructuration. C'est quelque chose de super pratique. Imaginons, on a des notes comme ça. Et on a par exemple 12, 17 et 18. Ce que j'aimerais bien faire, c'est récupérer la première et la seconde note. Par défaut, on serait obligé de faire const, première note, et de lui dire je veux la note à l'index 0, et ensuite je lui demande la seconde note, donc je fais seconde note, et ça serait la note à l'index 1. Un peu compliqué. On a la possibilité d'utiliser la déstructuration. Ça veut dire que dans la partie de gauche, plutôt que de simplement lui donner le nom d'une variable, on va pouvoir utiliser un tableau et mettre nos noms de constantes. Par exemple, première note et seconde note. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est que le premier élément du tableau sera assigné dans cette variable-là, le second élément du tableau dans cette variable-là. Le troisième sera bonnement et simplement ignoré vu qu'on n'a pas de troisième variable ici. Si je fais un console.log et que je regarde première note et seconde note, ça nous donnera bien 12 et 17. On a aussi une autre possibilité, c'est de récupérer toutes les autres notes. Ici, je peux lui dire, en deuxième paramètre, je vais mettre 3 points de suspension et appeler cette variable-là autre note, avec un S. Hop. Si je regarde la valeur de ces deux variables-là, première note vaudra 12, et en fait, cette variable-là sera un tableau qui contiendra toutes les valeurs restantes. Si on en avait une troisième, enfin une quatrième plutôt, hop, elle apparaîtrait dans ce tableau ici. Donc ça peut être pratique pour extraire des valeurs et récupérer que ce qui nous intéresse, notamment si on veut que le premier élément d'un tableau. Et c'est super intéressant parce que ça va aussi fonctionner avec les objets. Alors reprenons notre exemple d'une personne. On a une personne avec un first name, on l'appelle John, un last name, on va l'appeler Doe, et on va dire un âge de 18 ans. Maintenant, si je veux créer des variables first name et last name, je suis obligé de faire first name et de lui dire c'est égal à personne.firstname. C'est pas très pratique. On peut faire la déstructuration
comme on le ferait avec les tableaux. Au niveau de notre constante, on va mettre un objet et on va lui donner la clé que l'on souhaite extraire, first name. Ensuite, on mettra un deux points et on donnera le nom de notre variable que l'on souhaite appliquer. Par exemple, on peut mettre ici prénom. Dans ce cas-là, à la fin, si je fais un console.log de prénom, ça va me donner John. Il va prendre la propriété qui correspond et la mettre dans cette constante-là. Si vous voulez créer une variable qui a le même nom que la propriété de l'objet, vous n'êtes pas obligé de faire un firstName de .firstName. Hop. Vous pouvez simplement écrire firstName. Voilà. Donc là, je peux extraire, par exemple, le firstName et le lastName. Et je vais avoir deux variables avec ces informations-là. Et on a la même possibilité que pour les tableaux. On peut utiliser 3 points de suspension. On va appeler ça reste, comme le reste des propriétés. Et ça va nous donner un objet qui contiendra toutes les propriétés, sauf celles que l'on a extraites. Donc dans firstName, on aura bien John. Et dans reste, j'aurai un nouvel objet qui contiendra lastName et âge, c'est-à-dire les propriétés qu'il reste. Donc ça va être très utile notamment pour les fonctions. Si vous vous souvenez, on avait créé une fonction canDrive qui permettait de vérifier si l'utilisateur pouvait conduire. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un premier paramètre l'âge et un second paramètre le pays. Le problème, c'est que peut-être plus tard, on aura d'autres paramètres qui vont se rajouter ou même on pourrait retirer des paramètres existants. Donc plutôt que de passer plusieurs paramètres, on peut lui dire en fait j'attends un objet qui contienne les informations de l'utilisateur. Et j'attends un objet qui contiendrait une propriété âge et pays. Mais ensuite, dans le reste de mon script, je veux utiliser ces variables-là. Je peux utiliser la déstructuration directement à ce niveau-là. Lui dire la propriété âge deviendra âge et la propriété pays sera dans pays. Et ensuite, on s'imagine qu'on retournerait true quoi qu'il arrive. Mais l'avantage, c'est qu'ensuite, quand j'appelle ma méthode canDrive, je peux lui dire, je l'appelle avec quelqu'un qui a un âge de 18 ans et qui a comme pays la France, et automatiquement, ça va créer deux variables ici, âge et pays. Voilà. Si demain on se dit, j'ai besoin d'une région en plus, je peux le faire de cette manière-là et mettre Texas. Moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et hop, on aurait juste à rajouter cette propriété-là. Si jamais on attend 3 propriétés et qu'on n'en a pas une, si je fais un console.log de région à ce niveau-là, il me renverra undefined. Donc je peux agir en fonction de la considération. Par exemple, lui dire, si pays est undefined, je me base que sur l'âge de 18 ans, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire pas mal de logique, mais ça peut permettre d'être un petit peu plus flexible au niveau des types des arguments. D'ailleurs, dans cette situation-là, vous avez aussi la possibilité de définir une valeur par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez dire, si on n'a pas de région, je veux que par défaut, ça soit, par exemple, Paris. Et dans ce cas-là, plutôt que région prenne la valeur undefined, il prendra la valeur Paris. Ça nous évite de faire ici if région est égal à undefined. Dans ce cas-là, je veux que région soit égale à Paris. C'est un petit peu plus rapide à écrire de le faire directement dans la déstructuration. On peut aussi le faire d'ailleurs, pas que dans la déstructuration, on peut le faire dans une fonction de base. Par exemple, si on crée une fonction qui est capable de calculer une puissance, on peut lui dire je veux un chiffre et je veux la puissance. Cette puissance, je peux lui dire que par défaut, c'est la valeur 2. Ça fonctionne de la même manière. Si jamais on ne passait pas de second argument à la fonction, si je lui dis je fais un pot et j'aimerais bien faire une puissance de 3, vu que je n'ai pas précisé de second argument, il mettra comme valeur 2 par défaut. Encore une fois, avant ça n'existait pas, on était obligé de mettre des conditions en disant si power était égal à undefined, dans ce cas-là, je donnais une valeur par défaut. C'était un petit peu plus long et c'était toujours pénible d'avoir ces conditions en début de fonction. Donc vous pouvez, dans la déstructuration mais aussi dans les arguments, mettre des valeurs par défaut directement comme ça. Ensuite, on va parler encore une fois des tableaux et des objets, cette fois-ci pour les manipuler. Alors imaginons on a un tableau qui contient des notes et on va mettre 1 et 2. Bon, c'est pas de très bonnes notes. Si je veux rajouter des valeurs à ce tableau-là, la première chose que l'on avait vue, c'est d'utiliser la méthode push. C'est-à-dire que je peux faire un note.push et je rajoute la valeur 3. Le truc, c'est que le tableau qui en résulte est modifié, ce qui peut être dérangeant dans certaines situations. On a une syntaxe un petit peu plus simple. Donc là, j'ai remis la valeur initiale. C'est une syntaxe qui consiste à créer un nouveau tableau. Vous faites un 3 points de suspension, note. Dans ce cas-là, ça va créer un nouveau tableau qui contiendra directement les valeurs que l'on a dans le tableau original.
Et ensuite, on peut même rajouter de nouvelles valeurs, 3, 4, et vous voyez que ça va nous donner un nouveau tableau de notes qui contiendra la liste des notes que l'on avait dans le premier tableau, plus les autres valeurs que l'on met derrière. Si je regarde mon objet original, contrairement à la méthode push, ça ne modifie pas l'objet tableau original. On peut le faire de cette manière-là, mais on peut aussi le faire différemment en lui disant « je veux mettre les éléments à la fin ». Et je peux même continuer à rajouter des éléments et refaire du spread operator avec d'autres éléments encore, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous voulez créer un nouveau tableau, rajouter des éléments. Par exemple, si on veut inverser un tableau, ce qui se fait très souvent, c'est d'écrire les choses de cette manière-là. On fait ça et on utilise reverse. Pourquoi? Parce que ça nous permet comme ça de créer un nouveau tableau qui contient les mêmes éléments, d'inverser ce nouveau tableau sans affecter le tableau original. Ça nous permet d'éviter ce problème de modification en place, à la fois pour les méthodes reverse, sort et autres. Cette propriété-là va aussi fonctionner sur les objets. Si je recrée un nouvel objet, on va l'appeler personne et on va lui donner comme prénom John et comme last name Doe. Donc ça, on va l'appeler personne encore une fois. Si je regarde mon objet, c'est bien ce que j'ai, mais ce que je peux faire, c'est utiliser la syntaxe objet, lui dire j'aimerais bien réutiliser les propriétés de personne et ensuite rajouter de nouvelles propriétés, comme par exemple l'âge. Dans ce cas-là, ça va me renvoyer un nouvel objet qui contiendra les propriétés que l'on a dans personne plus l'âge et ça sera un nouvel objet. Si je regarde l'objet original, lui n'a pas été modifié, il contient seulement encore les deux propriétés. On peut se poser la question qu'est-ce qui va se passer si on redéfinit une propriété qui existe déjà. C'est-à-dire que par exemple, je décide de rajouter un first name et de mettre Jane. Si je fais ça, je me retrouve avec un objet nouveau, mais qui va contenir le first name qui a été modifié. Comme pour les tableaux, on peut faire les choses en sens inverse. Dans ce cas-là, c'est toujours en fait la dernière propriété qui l'emporte. Si je décide de faire personne à la fin, c'est le nom de la personne qui va être conservé et on conservera John. Voilà, et on peut, si je remets le système de l'âge, le faire de cette manière-là aussi. Donc on peut comme ça facilement créer de nouveaux objets en réutilisant les propriétés d'un autre. Donc typiquement, si je veux l'âge de la personne et les informations de la personne en plus, je peux faire ça. Voilà. C'est intéressant et dans pas mal de situations finalement, vous allez vous en rendre compte, c'est plutôt utile. Alors un dernier petit morceau de sucre avant de nous quitter, c'est quelque chose qui concerne les conditions. Donc imaginons on crée une constante âge égale 18. Et on aimerait bien afficher un message. Mais ce message dépend si la personne est majeure ou pas. Donc on serait obligé de créer une variable message, de ne pas lui assigner de valeur, de dire si l'âge est supérieur à 18, dans ce cas-là on ferait message égale vous êtes majeur. Bon là on mettra juste majeur. Et dans le cas contraire, on lui dira que le message, ça sera mineur. Et après on peut enfin faire notre console.log de notre message. Alors le problème c'est que c'est un petit peu long, d'ailleurs on va mettre supérieur ou égal à 18 pour finalement pas beaucoup de logique. Donc on a la possibilité de créer des conditions en utilisant la syntaxe ternaire. C'est une syntaxe que l'on retrouve en JavaScript mais aussi dans d'autres langages de programmation. Elle fonctionne de la manière suivante. Vous allez d'abord commencer par mettre une condition. Donc ici je peux créer une constante et je vais mettre un égal et commencer par une condition. Ma condition, c'est que l'âge soit supérieur ou égal à 18. Ensuite, on va mettre un point d'interrogation. Et on mettra la valeur que l'on souhaite assigner si jamais la condition est vérifiée. Nous, ici, c'était majeur. Ensuite, on mettra 2 points et on mettra la valeur à assigner si la condition est fausse. Donc nous, ici, on mettra mineur. Si je sauvegarde, on voit bien que ça me donne toujours majeur. Ce que je peux faire, c'est carrément enlever la variable intermédiaire et faire ça directement dans mon console.log. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, on me dira que je suis majeur. Si l'âge est inférieur à 18, dans ce cas-là, on me dira que je suis mineur. Donc ça peut permettre d'écrire les choses un petit peu plus rapidement pour éviter une condition. Donc très souvent, lorsque vous avez un if, condition, et que vous assignez la même valeur dans le if et dans le else, on va plutôt utiliser cette syntaxe ternaire qui est un petit peu plus simple. On notera peut-être, même si je vous déconseille de le faire, donc je vous le dis mais oubliez-le tout de suite, vous pouvez avoir des ternaires dans des ternaires. Bon, je ne vais pas forcément avoir un exemple super idéal, mais on pourrait ici avoir si l'âge est supérieur à 16, dans ce cas-là, à ce niveau-là, on va regarder est-ce que le pays est égal à la France,
Et si le pays est égal à la France, on lui dira conduire. Et dans le cas contraire, on mettra autre chose. Et du coup, on a deux ternaires imbriqués. Pourquoi on l'évitera? Tout simplement parce que c'est absolument illisible quand on relit ce code-là. Donc, gardez le ternaire vraiment pour des conditions de niveau 1. N'allez pas imbriquer du ternaire dans du ternaire parce que c'est l'assurance de ne plus rien comprendre à votre code dès que vous clignez des yeux. Et là, on a terminé du coup avec ces éléments de syntaxe. Alors ce que je ferai, c'est que je vais toutes les lister dans l'article qui est en bas de cette vidéo. Si jamais il y a de nouveaux éléments de syntaxe et de nouveaux petits trucs syntaxiques qui sont intéressants, ben, je vous les mettrai dans l'article pour les rajouter. Mais là, je vous ai montré les principaux que vous avez besoin de connaître et de reconnaître surtout dans le code. Encore une fois, ne vous sentez pas obligé de les utiliser. Si vous les voyez, c'est important de savoir de quoi il en retourne. Mais quand vous écrivez du code au jour le jour, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces syntaxes, ce n'est pas dramatique. Il y a toujours des moyens détournés de faire les choses. Donc j'espère que ça vous servira et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.